Si je ne sais pas ce que cette deuxième demi-journée t'inspire, si tu veux bien nous aider à ramasser un peu nos miettes. Alors, le ramasse-miettes, c'est une institution qu'on s'est trouvé quand on s'est rencontrés, qu'on a bossé ensemble. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression d'être celui qui fait, vous savez, comme au musical, entre deux numéros, hop, je viens devant le rideau, voilà, faire apparaître trois sourires, apparaître un lapin, et puis, donc c'est très bien, c'est très très bien. Bon, passer après les paroles de cet après-midi, c'est pas facile, c'est gonflé quand même. Mais en fait, cet après-midi, on a été dans le. Moi, ce qui m'a marqué, on a été plus encore que ce matin, on a été strictement dans le calme, dans le rythme. C'est le rythme des voix qui nous a portés. Et alors, un mot aussi auquel j'ai pensé depuis toute la journée, il y a les sonorités, c'est ce qui se trace comme ça, mais en dessous, ce qui fait que la sonorité va teinter ou pas, c'est la tonalité. Voilà, c'est la tonalité de chacune et de chacun. Dans un son, il y a tout un monde qui vient, on le sent de suite, mais il y a aussi une tonalité. C'est plus que le grain de la voix, c'est ce qui fait qu'il y a de la singularité. S'il n'y a pas la tonalité en dessous, il n'y a pas de singularité. La tonalité, on ne peut pas l'enregistrer, on peut pas dire ce que c'est. Par contre, on sent qu'elle habite le son, elle le hante. Si elle habite pas le son, ça se sent de suite, c'est un son froid, ou c'est un son qui vit pas. Voilà, et on l'a pas. Ça marche pas. C'est plus du rythme, c'est de la cadence. C'est plus de la parole vive, c'est quelque chose qu'on répète au mauvais sens du terme. Et cet après-midi, il y avait de ça. Il y avait vraiment de la vie. Et je voudrais... L'exemple, c'est Monsieur Gauthier. Vous avez lu le texte cet après-midi. En général, quand par exemple un universitaire vient lire son intervention en 3500 signes, quand il lit, c'est comme diraient les proches, le choc des mots, le poids des paupières. Et là, au contraire, on sentit qu'il y avait quelque chose, c'était important. Il y avait quelque chose de précis, mais au sens de précieux. Et donc, on ne s'est pas laissé avoir. C'était la qualité du silence d'écoute était stricte, était vraiment singulière elle aussi. Voilà. Vous avez appelé un silence quand vous avez lu. Et donc, je dirais que là, il y avait de la tonalité, il y avait du tonal. On ne peut pas dire quoi, mais on savait que ça y était. Voilà. On sait quand ça y est, on sait quand ça y est plus. Mais la tonalité, c'est ce qui évite, je pense, de tomber dans une sorte de positivisme ou de matérialisme qui peut être très intéressant, mais c'est juste la gestion physique ou spatio-physique du son. Dans le son, si on ne tient pas compte de notre singularité, de tout ce qui est là, de l'existence en contrebande, mais qu'on appelle aussi le fantasme, qu'on appelle aussi le désir, on est dans une réalité qui ne tient pas compte de ce avec quoi vous, chacune et chacun, je devine, vous travaillez. C'est-à-dire ce qui est sous-jacent, ce qui est inconscient, et sans quoi il n'y a plus d'existence. Il y a du biopolitique, mais il n'y a plus d'existence, vraiment. On n'est plus là pour être ensemble, on est là pour gérer, contenir, si possible, condamner au silence ce qui, vu de l'extérieur, fait du bruit. C'est-à-dire la folie. Voilà. Et on a toutes de la folie. Sinon, comme dirait l'autre, comment voudriez qu'on tombe amoureuse de nous, hein? Voilà, si on n'était pas folle. Et surtout, ce que j'ai aimé en écoutant cet après-midi, c'est que c'est pas la psychothérapie institutionnelle qui a parlé de la musique ou du sonore, on va dire, c'est la musique ou le sonore qui a parlé de la psychothérapie institutionnelle cet après-midi. Vous nous avez parlé depuis ce qui pour vous est l'évidence du son, du sonore, du musical, ou d'autres choses. Vous avez parlé de philosophie aussi. Bon. Et vous avez, sans chercher à faire un exposé ou quoi que ce soit, toutes les personnes qui sont venues, vous avez parlé la psychothérapie institutionnelle comme d'autres parlent une langue, qui n'est pas forcément leur langue maternelle. Mais c'est une langue d'emprunt pour dire quelque chose de vrai, de fort, et parfois même ce vrai-là, c'est pas thématisé, c'est pas maudit, mais on le sent, on sent que ça passe. Et donc, je dirais que là, il y a eu quelque chose qui est de l'ordre aussi d'une égalité. Une égalité dans ce qui se joue aujourd'hui.
aujourd'hui, je voudrais quand même revenir sur cette expérience que vous faites à contre-pied. Vous nous proposez une histoire sensible au présent de ce que peut être la pratique sociale et intime de la folie et du travail avec des humains. Bon, c'est pas des journées de psychothérapie institutionnelle où on va penser à partir de concepts. Vous êtes une entrée par le sensible autant que par l'intelligible. Je trouve que c'est très important. Vous faites un travail, on pourrait dire, d'histoire sensible, comme d'autres proposent par exemple des histoires populaires. Hein, ben voilà, le populaire, il n'y a pas que le populaire qui fait l'humain, vous le savez bien, il y avait un vacher l'an dernier, donc ça c'est une histoire populaire de la psychiatrie. Mais vous faites aussi une histoire sensible, pour dire un mot, alors je suis désolé d'un mot un peu cuistre, il y a une histoire pathique de la psychiatrie, à fleur de sentir. Voilà. Et donc, le sonore, c'est une des dimensions du sentir. On est de la même façon, on habite le monde à régime sonore. Nous sommes un son parmi d'autres. Voilà. Souvent, on ne sait pas quel est le son qu'on va donner aux autres, mais c'est les autres qui entendent les sons qu'on essaye de produire, des fois sans le savoir, et qui nous renvoient d'autres sons auxquels on ne s'attend pas. Et puis, on va exister, on va laisser des traces chez les autres, comme un son qui va peut-être être parlé dans 10 jours, 3 semaines, et puis alors que nous on pensait qu'on était reparti au néant du silence. Voilà. Et cet après-midi, moi c'est tout ça que j'ai ressenti. Et alors quand Fantasio disait tout à l'heure, il faut bon, il y a cette histoire de température, ça varie en permanence, ça m'a fait penser à l'hétérogène. Voilà, il faut de l'hétérogénéité en permanence, sinon on se fige comme de la méruche. Et puis également, il ne faut rien savoir pour jouer en public. Et là, ça m'a fait penser, enfin je veux dire par là, on peut parler de quoi que ce soit de vrai comme ça. Et évidemment, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est à la phrase de Houry, il faut programmer le hasard. Il faut en fait se lâcher les baskets, se donner le droit à la connerie, et alors on a peut-être la possibilité d'articuler quelque chose qui est de l'ordre du vrai. Voilà, que ce soit avec un saxo, que ce soit avec un pot de yaourt, ou que ce soit avec un concept. Voilà, c'est ça qui me semblait vraiment important, et c'est ce qui rejoint peut-être la poésie, l'art, et de l'autre côté, la pratique concrète quotidienne, où on a peut-être du mal, surtout quand on est soi-même une praticienne, on a du mal à voir de l'art dans ce qu'on fait. Or pourtant, dans le fait d'avoir présenté comme c'était le repas de midi, il y avait de la poésie. Il y avait quelque chose comme ça. Et bien, ce que ça a en commun, c'est ce qu'on appelle la logique du vague. Voilà, on en parle beaucoup avec les copains, les copines. Voilà, il faut accepter d'être dans le vague. Voilà. Parce que si on accepte d'être dans le vague, alors petit à petit, il y a un moment ding. Là, peut-être que l'harmonie, pour certains, ça n'existe pas, mais à d'autres moments, ça touche juste. Et quand ça touche juste, ça sonne juste. Voilà. Et parfois, c'est uniquement dans le tintement pile qui est de l'ordre de la rencontre des fois avec soi-même, à travers sa propre oreille, et c'est tout. Mais là, on peut imaginer tout un monde, c'est-à-dire toute une harmonie, qui sera peut-être cacophonie aux yeux des autres. Mais il y a malgré tout quelque chose de l'ordre du, pour une fois, le monde est habitable. L'espace, qu'il soit social ou professionnel, etc., cesse d'être immonde. Il devient un monde. Moi, l'harmonie, c'est comme ça que je le fais résonner, en tout cas. Et juste, je voulais dire que je parlais tout à l'heure donc de se toucher juste, de ce que vous faites en termes de dispositifs. Il y a quelque chose d'important, c'est que vous faites quelque chose de très matérialiste. Quand je dis que vous entrez par le sensible, le politique aussi, etc., vous êtes dans un matérialisme qui n'est pas sordide. Parce que ce matérialisme, il tient compte de la singularité, il ne fait pas jouer des rôles aux gens. Par contre, la moindre des présences, le moindre des sons est pris pour ce qu'il est. Vous l'accueillez avec le hasard. Un son peut être absolument, a priori, un son dégueulasse, pourri, l'établissement, etc. Tout à l'heure, Céline m'a empêché d'être con. C'est-à-dire que je pensais, tiens, il va y avoir il y a la sirène, encore l'établissement, l'État qui vient et tout. Et toi, tu as dit, non, ce son-là, il me bouleverse parce que potentiellement, il y a danger de vie et de mort.
Voilà. Donc vous accueillez le moindre des sons et à partir de ce moindre des sons totalement incalculable, vous structurez tout. L'action, l'accueil, parfois le fait de sauver la vie à partir de ce son. Ça me fait penser à une phrase de Jean Houry qui disait « La psychothérapie institutionnelle se structure à partir du psychotique », ce qui est totalement l'inverse de la pensée hiérarchique. Voilà. Et bien, au niveau du sonore, aujourd'hui, vous nous donnez à lire tout cela de façon toute simple, justement. C'est comme du papier à musique, c'est une ligne mélodique, comme un petit sifflotement dans l'air, et voilà, c'est simple comme du Brassens, c'est-à-dire on ne peut plus complexe. Voilà. Et à propos de simplicité et de complexe, je voudrais rendre hommage à ce qu'a dit Gilbert tout à l'heure, et à la façon dont toi tu l'as épinglé, Dimitri, parce que tu as dit, voilà, là c'est un point d'histoire que tu rappelles, et c'est fondamental parce qu'on vendait les clopes à l'unité. Bon, dans votre procédé d'histoire matérielle que vous faites ici, et qui est en même temps un élargissement du régime de présentisme, vous êtes dans un présent qui est intempestif, qui tient compte de l'histoire, vous ne vous renfermez pas dans le présent, mais vous vous ne glorifiez pas l'histoire. Eh bien, dans tout ça, vous dites chaque parole singulière n'est pas là uniquement. Gilbert ne fait pas que donner un exemple, n'est pas là que pour témoigner. Gilbert est un point de production du savoir. Et je pense au potentiel soignant du peuple de Bonafé. Bonafé disait il y a un potentiel soignant du peuple. Bon, il pensait sur le plan psychique. Je pense qu'il y a un potentiel soignant du peuple, et le peuple, c'est nous toutes, hein, c'est pas sur le plan politique. Voilà, on respecte on respecte toutes les présences quand on organise le club. La discussion sur l'argent ce matin était fondamentale. Le son et l'argent, c'est fondamental parce que ça permet de rentrer dans le circuit symbolique. C'est très, très, très important. En dessous même des mots, des valeurs fixées, de la petite monnaie du vocabulaire. Eh bien, ce que ça m'a montré quand Gilbert a parlé, c'est qu'il y a un potentiel soignant du peuple sur le plan épistémologique. Le savoir, c'est un village. Alors, on ne va pas dire, il y a une personne qui a le savoir dans le village. Chacun apporte, le boulanger il apporte son savoir, l'écolier apporte son savoir, le vacher apporte son savoir. Eh bien, là, ça nous le montre aujourd'hui dans tout ce que vous faites. Voilà, il y a le savoir, c'est un village. Le sujet du savoir, c'est un sujet à la fois singulier. Chacune et chacun est singulière. On ne peut pas l'enlever et on ne peut pas les hiérarchiser. Et en même temps, ça crée du commun. Voilà. Donc, moi, c'est un peu tout ça qui fait que dans un son, on peut avoir tout un monde d'ambiance et de mélodie potentielle. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pierre. On vous remercie toutes et tous pour votre attention. Les deux dernières informations. Alors la première, Pierre, on nous a dit, mais vous ne l'avez pas présenté, on ne sait pas d'où il vient, c'est qui ce... Donc Pierre, tu es prof à Paris 8, entre autres, et nous nous sommes croisés au détour d'un DU de psychothérapie institutionnelle qui est un des organes qui a fait naître le collectif du contre-pied. Et donc voilà, on a travaillé ensemble dans le cadre de l'université, quoi. Et pas que. Et voilà, et du coup, on nous a demandé de te présenter. Alors, moi, je dirais que tu es sémioticien parce que tu dis ça à chaque fois. Et tout le monde me dit, mais c'est quoi? Et donc là, du coup, je dis, allez à la cafette et discutez avec Pierre, et puis vous saurez ce que ça veut dire qu'un sémioticien.